Simon, on attaque là le truc avec les tentacules? Le truc japonais avec les pépettes là? Non, non, c'est américain. Oh, Lovecraft Country. Excellent. Salut tout le monde, moi c'est Mathieu et je suis avec Simon. Et aujourd'hui on va vous parler de Lovecraft Country, une série qui est produite par HBO et qui est diffusée en France sur OCS en US plus 24. Alors la série fait 10 épisodes, du moins dans sa première saison, mais nous on en a vu 5 et on va vous en parler tout de suite parce qu'on trouve ça super intéressant. What is reality? What is reality? Lovecraft Country, ce n'est non pas une adaptation de Lovecraft, mais une adaptation du roman éponyme de Matt Ruff, qui est une évocation, un hommage, mais aussi une réflexion sur l'héritage de Lovecraft. La série, elle est produite par J.J. Abrams, qui est bien connu de tout le monde, pour être un réalisateur et producteur qui s'est beaucoup emparé, on va dire, d'un certain héritage de la culture geek, de Star Trek, de Star Wars et de plein d'autres œuvres sur lesquelles il a officié. Jordan Peele, c'est un comique américain qui s'est fait connaître soudain comme réalisateur de films de genre grâce à Get Out, qui a été un énorme succès, puis ensuite à Us, qui a été également une belle réussite au box-office international. Et donc tous deux sont alliés pour adapter ce roman de Matt Ruff. Et là où ça devient assez intéressant, le seul épisode sur lequel on va s'arrêter en détail avec Mathieu, c'est le pilote, tout simplement parce qu'il réunit beaucoup des éléments et des choses qui nous intéressent dans la série. Donc on va s'arrêter plus précisément dessus. Et il se trouve qu'il n'est pas réalisé par n'importe qui ce pilote, puisque c'est Yann Demange qui s'en est occupé. Comme beaucoup, souvent sur les séries, le pilote c'est le plus important et pour le coup ils ont mis les potards et oui ils ont donc engagé quelqu'un qui a pas réalisé tant de choses que ça finalement, mais enfin moi personnellement je le connais beaucoup pour la série Dead Set qui a d'ailleurs récemment été remakée par Netflix sous le titre Reality Z. Moi ce qui me frappe énormément en premier lieu dans le pilote, et c'est quelque chose qui va rester après dans la série, c'est la très très grande élégance de la mise en scène. La photo est particulièrement soignée, on est dans un espèce de truc avec des couleurs très chaudes, mordorées, on a presque l'impression des fois que c'est tourné en pellicule, je crois pas que ce soit le cas, mais vraiment il y a un super beau boulot au niveau de l'image, il y a un beau piqué, les couleurs sont canons. Et il y a également une très 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 grande finesse dans la mise en scène qu'on voit finalement assez rarement dans les séries étant plutôt un art de la narration par le scénario. Et là, il y a un vrai travail vraiment de l'image, ça fait super plaisir, même dans des séquences, on va dire, qui sont pas évidentes, en plus dans un récit qui fait de la reconstitution historique, où on trouve par exemple une poursuite en bagnole dès le premier épisode qui est canon, il y a de longues séquences de nuit qui sont super bien filmées, donc voilà, esthétiquement, il donne le là avec le pilote, et c'est très 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 bon. Moi, ce qui me marque aussi, c'est qu'il y a une certaine montée en tension qui est très bien menée dans la série, et ça, enfin dans la série, dans ce premier épisode, et encore une fois c'est très rare de voir ça dès le pilote, et au point que quand on ne comprend pas vraiment le principe de la série, on se demande en fait comment ils vont aller au-dessus de ça, et en fait c'est tout simplement parce que le principe de la série justement c'est que chaque épisode, à la manière de Fringe, mais je pense que tu vas en reparler, a sa propre petite histoire qui pourtant est quand même dans un long fil conducteur. Quand on dit Lovecraft Country, ça évoque évidemment plein de références, plein d'univers, plein de mythologies. Néanmoins, il est assez particulier et peut-être, je pense, qu'il faut commencer par dire en quoi, en réalité, on n'est pas chez Lovecraft. C'est-à-dire que bien sûr, il y a des références, bien sûr, il y a des notions. Ces notions, non pas de grands anciens, mais de vieilles confréries, de mythes enfouis. Une cosmogonie générale un peu. C'est ça, et qui font qu'on est dans un univers, on va dire, qui est compatible avec l'héritage de Lovecraft, mais le but n'est absolument pas de le... comment est-ce qu'on pourrait dire, n'est absolument pas de poursuivre ces récits-là. Et d'ailleurs, la série le dit dès son intro, dès l'ouverture du pilote, que moi je trouve assez canon et qui me fait beaucoup penser à Ready Player One. Oui, tout à fait, c'est vraiment Ready Player Lovecraft. Il y a toutes ces figures, et comme tu as dit, il ne cite pas que Lovecraft dedans. Bon, évidemment, il y a Cthulhu qui se fait éclater par un joueur de baseball, là, c'est assez drôle. Et d'ailleurs, c'est vachement révélateur, il l'éclate, c'est-à-dire il dit oui, bien sûr, c'est là, voilà, on va l'utiliser, mais on n'est pas là pour faire que ça, et voilà, on vous le montre, on en reparlera, mais on est aussi là pour s'amuser avec cette figure. En plus, ce qui est super malin et qui fait aussi un peu écho à Ready Player One, c'est que autant c'est une séquence super marquante au niveau des effets spéciaux parce qu'elle démarre la série et tout, et en même temps, au niveau de la narration, elle est très maîtrisée parce qu'en fait, elle comporte tout ce qu'il y a dans le personnage principal. À savoir que, c'est un fan de pop culture qui a un peu du mal à s'y retrouver parce que c'est une culture qui est majoritairement blanche. Et deux, évidemment, le traumatisme de la guerre. Là, pour le coup, le choix de Lovecraft comme référence n'est pas inintéressant non plus parce que c'est pas un secret que l'homme était plutôt raciste, mais dans son époque, de toute façon. Oui, mais Lovecraft était même particulièrement raciste. Alors, on a tendance aujourd'hui, des fois, un petit peu à rappeler qu'il s'était, on va dire, adouci ou amendé à la fin de son existence, mais enfin, faut quand même pas déconner. Il a énormément, au-delà de ses textes de fiction, écrit de correspondances qui sont publiées, publiques, qu'on peut lire, et dans lesquelles on voit qu'il était même raciste à un point qui est même plus de l'ordre de l'idéologie, qui est de l'ordre de la pathologie, c'est-à-dire que c'est un type qui avait une terreur absolue, totale, fondamentale de l'autre, de l'altérité, de l'autre communauté, de l'autre ethnie, de l'autre culture. Et c'est là où le titre de la série et du roman
prennent sens. C'est-à-dire que oui, Lovecraft Country, c'est l'histoire de personnages qui évoluent dans le pays fantasmatique de Lovecraft, où ils sont le monstre des autres. Et effectivement, la famille Atticus, qu'on va suivre dans cette série, elle constate toujours et de manière différente à chaque épisode qu'elle est le monstre des Blancs. Et en fait, dans cette série, il y a une volonté générale, en fait, de remettre une communauté, donc évidemment la communauté noire américaine, qui à l'époque, évidemment, n'était pas vernie niveau droits sociaux, c'est le moins qu'on puisse dire, dans un imaginaire qui s'est créé à cette époque-là, enfin, du moins qui a prospéré à cette époque-là, avec Lovecraft et compagnie. Et après, parce que la série se passe dans les années 60, et c'est l'explosion de la science-fiction, Oui, c'est l'explosion on y reviendra, des pulps, des serials, c'est-à-dire c'est vraiment l'explosion d'une certaine culture populaire de genre. Exactement, du moins celle qui prévaut encore aujourd'hui, en fait, celle qui a émergé et qui arrive aujourd'hui. En fait, d'y mettre une communauté qui a jamais pu vraiment s'identifier dans ces personnages, en fait, parce que c'était pas eux, c'était pas destiné à eux. Et en fait, la série, en faisant un genre de panorama de la pop culture américaine à travers leur prisme et au-delà de leur couleur de peau, dans leur culture, en fait, leur permet de revivre ça vraiment, leur faire justice en réalité. C'est très intéressant parce que c'est autant un hommage à cette culture-là qu'une volonté d'essayer de la conjuguer et de la revisiter avec des protagonistes, avec des types de personnages qui en fait n'existaient pas dans ces récits-là. Et du coup, ça donne un mélange qui est à la fois très pertinent, à la fois bienvenu et en même temps super rafraîchissant parce que véritablement, vous pouvez avoir dévoré tout ce que vous voulez de science-fiction, d'horreur, de fantastique. Vous n'avez très logiquement pas croisé ces personnages-là parce que c'était une culture qui était plutôt faite par et pour les Blancs à l'époque. I know we were all meant to go through trials and tribulations. But this world is haunting us. Sans que HBO, comme d'habitude, ne travaille pas seulement la trame narrative. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, selon moi, c'est vraiment un truc qui parasite un peu toute cette mode de séries aujourd'hui qui explose. C'est qu'en fait, ça devient vraiment des séries de scénaristes. Et en fait, dans les séries HBO, donc on l'a vu avec Euphoria d'ailleurs récemment, et particulièrement dans Lovecraft Country, HBO revient vraiment à un mode de représentation qui est purement visuel et qui fait plaisir à voir. D'ailleurs, on conseille, je pense, de les regarder dans des plutôt bonnes conditions parce qu'il faut vraiment appréhender les effets spéciaux et compagnie dans une vraie générosité. C'est-à-dire que à partir l'épisode 1 termine déjà sur un sacré crescendo horrifique. Alors à partir de l'épisode 2, on est vraiment dans du blockbuster de série quoi, mais dans le bon sens du terme en fait, avec tout ce que ça implique d'effusion dans tous les sens, de délire visuel, qui d'ailleurs pourrait peut-être même en rebuter certains qui ne s'attendaient pas à une telle effervescence. Mais c'est clair, mais il y a un côté très popcorn, et même dans le bestiaire, parce qu'on va évidemment pas vous spoiler tout ce qu'on croise dans la série, loin de là, mais peut-être évoquer un peu sa richesse et sa profusion, parce que tu vois, en 5 épisodes, qu'est-ce qu'on a vu? Des espèces d'énormes prédateurs, les conséquences complètement hallucinantes d'un lieu un peu magique, on a vu des délires fantomatiques frankensteiniens, et on dira peut-être pas grand-chose du 5e épisode, parce que là, c'est très dur de le décrire, je pense, sans spoiler, mais on va dire on a une créature qui provoque des effusions gorissimes. Alors la plupart des effets gore sont numériques, mais ils sont quand même super cool. Ce qui est rare, il faut le dire en général, mais vous le savez sûrement, si vous avez l'habitude de voir du cinéma de genre ou des séries un peu violentes, les effets de sang numérique, c'est dégueulasse, c'est vraiment des gerbes précalculées en 3D, c'est horrible. Il y a notamment un plan dans l'épisode 3 qui nous a pas mal marqué, où c'est du gore numérique, qui n'hésite pas à cadrer en plein cadre, vraiment, gros plan et tout. Effectivement, c'est dopé au numérique, mais tu sens que derrière, t'as un vrai maquillage, t'as la matérialité, t'as de la physicalité. Évidemment, ça prend sens dans une série qui fait que parler de la pop culture et de ses conséquences, de savoir qu'en fait, ils ont repris l'essence de la pop culture, c'est-à-dire un mélange des techniques pour arriver à un truc qui est le plus, non pas le plus réaliste, mais en fait le plus visuellement appelant, qui donne le plus envie de continuer. Et moi, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Comme tu dis, il y a plein de latex, plein d'effets vraiment jubilatoires, comme on en voit très rarement dans le cinéma d'horreur aujourd'hui, parce qu'en fait, les mecs qui font ça, ils ont plus de boulot, tu vois. Donc le fait de pouvoir se remettre dessus, ça doit leur faire super plaisir. Tu m'étonnes. Et pour nous aussi, hein, donc tant mieux. Toutes les questions qui sont traitées dans la série sur la ségrégation, les droits civiques, la domination blanche, le suprématisme blanc, sont assénées de manière très forte, parfois entre guillemets caricaturale, mais là où je trouve ça intéressant, c'est que c'est traité exactement de la même manière que les monstres de pulp en fait. Et c'est particulièrement vrai dans l'épisode 5, où littéralement les deux thématiques fusionnent totalement. Et vraiment, je trouve que cette manière justement d'en faire aussi un objet mythologique, c'est très intéressant parce que pour un public blanc en fait, qui serait pas du tout sensibilisé à ces questions-là, voire qui ne s'y intéresse pas, voire même qui serait un peu hostile, le fait de les enrober comme ça de fiction et de les traiter d'une manière très mythologique
plus que purement réaliste. C'est pas un documentaire comme I'm Not Your Negro, c'est vraiment un objet narratif. J'ai le sentiment que ça le rend plus accessible et que ça permet peut-être pour certains qui n'auraient pas forcément envie de s'intéresser à ces thématiques, que ça les rend beaucoup plus excitantes en fait. En fait, ils utilisent vraiment les fantastiques pour dire quelque chose, sans pour autant retirer l'argument spectaculaire en fait, de ce que ça implique. Encore une fois, ce qui je trouve assez rare et très malin. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Jordan Peele s'est mis à la production. C'est vraiment son dada, c'est ce qu'il aime faire, c'est-à-dire que... Bon, je suis un peu réservé sur Get Out, mais les gens le pensent en général, et sur Us surtout, tout ce qu'il veut dire thématiquement se retrouve dans son traitement du fantastique, sans jamais rendre ça moins spectaculaire ou moins agréable à l'œil. Et alors pour le coup, Lovecraft Country n'enterre jamais rien, il exhibe tout en fait, du racisme de l'époque, parce qu'en fait il n'y a quasiment aucun personnage blanc qui est positif, voire aucun, si je dis pas de conneries. Pas des masses en tout cas, tu vois, si on a du mal à se rappeler, c'est qu'il doit pas y en avoir beaucoup. Et en même temps, le confronter à un fantastique qui est extrêmement bourrin également, dans un genre de méga mix, et en fait... des choses bourrin, c'est ce qu'on veut voir. Il faut aussi qu'on parle un petit peu de comment est structurée la série, parce que tu évoquais tout à l'heure Fringe, et c'est ça, la série ose un truc alors qui est très casse-gueule, qui est d'ailleurs tenu de manière inégale hein, selon les épisodes, ils sont pas tous aussi réussis les uns que les autres, mais que moi je trouve vachement ambitieux et excitant, c'était la structure de Fringe, à savoir on a un fil rouge narratif qui se développe tout au long de la saison, et chaque épisode a son monstre ou son concept de la semaine, qui à la base est décorrélé et qui va toujours se retrouver intégré thématiquement, mythologiquement, et ça moi c'est quelque chose que je trouve super stimulant. Mais alors, moi je trouve que c'est un modèle passionnant parce que en fait ça évite que tout ça s'étire, il y a aucun moment, en fait il y a aucun filler, non, c'est pas possible quoi. Il n'y a pas une scène filler et en fait l'intrigue globale se construit en soum soum en fait. En soum soum. mais non mais je trouve ça très bien. Et non mais et puis je dis et puis mais j'ai aucune idée de ce que j'allais dire. Et moi ce que je trouve aussi très intéressant dans la série, c'est que c'est mené par tout un casting de personnages et d'acteurs. Assez passionnant par rapport à ce que ça raconte et qui est aussi mené donc par un duo vraiment cool qui est donc de deux acteurs que sont Journey Smollett-Bell et Jonathan Majors. Les personnages qu'ils incarnent sont aussi assez intéressants et même les personnages secondaires, notamment le personnage du père du personnage principal dont ils partent à la recherche au début du premier épisode. Qui est joué par un habitué de HBO qui a été découvert par le grand public, et puis par le public tout court dans The Wire, qui est Kenneth Michael Williams. Un personnage donc très complexe qui en fait donne aussi de la complexité donc à ce duo principal qui, au-delà de l'amourette qu'on voit poindre au bout de 4 minutes, prend une vraie profondeur dans leurs échanges entre eux et aussi avec les gens autour d'eux. Et alors, je vais revenir plus spécifiquement justement sur le duo et sur cette amourette, parce que tout à fait, t'as raison, hein, tu la vois, dès qu'ils se rencontrent, ils font genre « Oh, ça fait bien longtemps que je ne t'avais pas vu. Oh là là, que tes biceps sont gonflés. Oh là là, que tes poumons ont grandi. » Ne pars pas en Floride, s'il te plaît. C'est ça. Voilà, on sent que bon, ça va faire la bête à dodo et ça va se rentrer les poils, mais néanmoins, je trouve que c'est écrit avec une délicatesse et une finesse qui me fait défaut. Et je pense notamment à une scène où pendant une soirée, ils se tombent dessus à l'étage pendant que les gens font la fête au rez-de-chaussée. Et cette scène qui, dans n'importe quelle série, on va dire postmoderne actuellement, serait l'occasion d'une énorme scène de fion un peu débile et démonstrative et gratuite, et l'occasion d'une scène qui est, bon, déjà, en termes de découpage, qui est super belle, ouais, très bien monté, et qui est très sobre et très intelligente dans la manière dont elle agence leurs émotions. Et en fait, l'espèce de pas de deux qu'ils font tous les deux est très très réussi. Et le personnage donc de Letty, qui est joué par Journey Smollett-Bell, vraiment ce que je trouve extrêmement intéressant, tu sens que bien sûr ils se sont dit on va faire une femme forte, sauf qu'ils ont parfaitement compris qu'une femme forte c'était pas une Mary-Sue, c'était pas une femme invincible, c'est-à-dire qu'elle a des failles. C'est intéressant de voir là où se trouvent ces failles, elles sont bien écrites, et dans ses emportements comme dans ses moments de vulnérabilité, le personnage est extrêmement plaisant, elle est remarquablement bien interprétée, et je trouve que c'est une vraie leçon de comment écrire une protagoniste qui soit à la fois extrêmement charismatique, extrêmement impressionnante, et en même temps qui demeure toujours humaine, qui n'a jamais une espèce de fonction de genre oui, il nous faut une femme forte sur le plateau 12, femme forte sur le plateau 12. Et c'est super intéressant. Et en fait, je suis très curieux de voir comment leurs trajectoires vont évoluer, d'autant plus que je trouve que c'est assez fort à la façon dont ils sont dans la série, étant donné que quand même leurs états d'âme se déroulent totalement en second plan. Et en fait, parce que on retient de chaque épisode le gros événement fantastique, et en fait tout se passe en coulisses, et en fait ce qui se passe en coulisses c'est vraiment ce qui les caractérise, et mine de rien au bout de 5 épisodes, eux, mais aussi les personnages qui évoluent autour d'eux, ont pris soit une maturité, ou ont évolué d'une certaine façon, qui fait qu'on ne les regarde pas pareil dans les épisodes d'après, et que clairement que le prochain, la menace fantastique, et ben en fait
elle se manifestera pas de la même façon. Comme tu dis, les choses évoluent vite et rapidement. C'est-à-dire qu'on sent que la série, elle nous dira pas qu'est-ce qui va être, quel sera le sort et l'issue de leur relation, genre au bout de la 7e saison, épisode 49. Tout à fait. Vraiment, tu sens qu'on a à cœur de les faire vite avancer, de les faire progresser, de nuancer et complexifier leurs enjeux et leurs conflits. Et ça, c'est vachement bien. L'autre sens du titre de Lovecraft Country, c'est que l'idée c'est que quand tu rentres dans le fantastique, en fait, t'en sors jamais vraiment. C'est un peu ce que ça raconte, et en fait ça marche d'un point de vue un peu méta, parce que en tant que consommateur, il y a ça, et aussi bah, ça marche dans toute la métaphore qu'il y a autour de ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se confronte à l'altérité, et ben en fait on n'en sort pas, quoi. Et alors, finalement c'est assez malin quand on prend la série comme un genre de gros bloc, et je suis sûr qu'à la fin des 10 épisodes, ça racontera de quelque chose de super intéressant. Instinct, I'll claim it. This is our family story. Voilà, on avait envie de vous dire combien on a aimé ces 5 premiers épisodes de Lovecraft Country et combien on a le sentiment que ça va peut-être être un de nos gros coups de cœur de 2020. On espère que ça vous aura donné envie de voir la série et si vous l'avez déjà fait, d'échanger avec nous dessus parce que vraiment on la trouve très riche, passionnante et franchement kiffante. N'hésitez pas à vous donner vos avis. Pourvu que cette vidéo vous ait plu, qu'elle vous ait donné envie de vous perdre dans les méandres du Lovecraft Country avec nous, abonnez-vous, tapez sur la cloche, laissez des likes, laissez des commentaires, partagez, faites tout ce que vous voulez, insultez-nous, surtout Mathieu. C'est plus ma mère maintenant, ça y est, c'est fini.